Les tours élancées construites à la fin des années 20 à New York étaient les premiers gratte-ciel à dépasser les 300 mètres de haut. À cette hauteur, il devait avoir un noyau central extrêmement solide pour contrer la force du vent. Voici la Trump World Tower, ultra moderne, et ses 70 étages. Elle a été conçue par Ahmad Rahimian, une star montante de la nouvelle génération d'ingénieurs structures. Actuellement, c'est l'une des plus hautes tours d'habitation du monde. Elle s'élève à près de 300 mètres de haut. 263 mètres pour être précis. Pour construire un immeuble de cette taille, nombre de nouvelles technologies ont été introduites dans le bâtiment. Il y a une innovation majeure qui lui permet de résister au vent. Mais plus que de résister, cette innovation permet d'annuler la force du vent. Un gratte-ciel qui oscille légèrement au gré du vent peut être solide, mais les gens à l'intérieur peuvent rapidement avoir la nausée. Cet appartement situé au dernier étage est estimé à 10 millions d'euros. L'éventuel acquéreur doit pouvoir s'attendre à ce qu'il reste stable. Pour assurer sa stabilité, Ahmad Rahimian a mis au point un appareil ingénieux, l'amortisseur de masse. Il agit comme un énorme contrepoids. C'est un bloc d'acier massif de 600 tonnes entouré d'amortisseurs. L'élément que l'on voit ici est similaire à ce qu'on pourrait trouver sur une voiture. Cependant, il est beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus perfectionné. Imaginons qu'un vent à plus de 90 km/h se soit levé et se dirige vers la ville et ses immeubles. Dans ce cas-là, on peut voir que cet énorme bloc va commencer à osciller naturellement d'avant en arrière. Et en réponse, ces nombreux amortisseurs vont, par l'intermédiaire du bâtiment, opposer une force contraire au vent. Cela permet d'annuler la pression exercée par le vent sur la structure et donc empêche le bâtiment d'osciller. L'évolution des structures a permis de résoudre les problèmes liés au poids, ceux provoqués par le vent. Mais changer la structure ne suffisait pas pour créer le gratte-ciel moderne. Il fallait d'abord compter sur deux innovations majeures apparues au XIXe siècle. La première est l'ascenseur. Tout à coup, il était possible de déplacer des choses du rez-de-chaussée au dernier étage. Les architectes ont alors compris qu'ils pouvaient construire encore plus haut. Grâce à l'invention de l'ascenseur, les grandes tours pouvaient s'élever encore plus haut. Mais les ingénieurs rencontrent immédiatement un problème. Malgré toute l'ingéniosité des bâtisseurs de la cathédrale de Salisbury, cette dernière présente un défaut de taille. Peu après la jonction de la flèche, la structure de la cathédrale commence à montrer des signes de fatigue. C'est très impressionnant. Au-dessus de moi repose tout le poids de la cathédrale, soit près de 10 000 tonnes. Tout ce poids repose sur ces colonnes. Il n'y en a que 4 et elles supportent le poids total de la flèche. On peut voir qu'elle est arquée sur 10 cm environ, ce qui est un peu inquiétant. Et si on tape dessus, ça sonne plein, l'écho est très clair. Ça signifie que les colonnes subissent de très fortes pressions. Une fois la construction de la flèche achevée, des contreforts et des arcs-boutants ont dû être ajoutés pour aider à la soutenir. Jusqu'à la fin des années 1880, la construction de bâtiments de grande hauteur a été freinée par les matériaux disponibles à cette époque, la pierre et la brique. Le plus haut bâtiment en maçonnerie de Chicago avait 60 étages. Mais les murs, au moment de sa construction, avaient plus d'1,80 m d'épaisseur. Les architectes et les ingénieurs se sont vite rendus compte que malgré l'invention de l'ascenseur, les matériaux disponibles à l'époque étaient un frein et imposaient des limites. Puis, un nouveau matériau est apparu et a révolutionné le génie civil, l'acier. En quoi l'introduction de l'acier a-t-elle tout changé? Voici un poteau en brique d'1 mètre de haut. Sa résistance est testée en fonction du niveau de pression auquel il est soumis. Ces béliers hydrauliques font subir une pression constante aux briques. À une pression de 45 tonnes, les briques commencent à se briser. Quelques minutes plus tard, le poteau s'est totalement effondré. Voici une colonne en acier de la même taille que le poteau en brique. La colonne résiste facilement à une pression de 45 tonnes et ne montre aucun signe de fatigue. Au fur et à mesure que la pression augmente, la peinture commence à s'écailler. Mais ce n'est qu'à 90 tonnes de pression que l'acier commence à se déformer.
L'acier est donc 2 fois plus résistant que la brique, bien qu'il ne pèse qu'un quart de son poids. Cela signifie que la tension subie par la structure en acier est beaucoup moins importante. C'est avec l'arrivée de l'acier que l'ère des constructions en hauteur commence véritablement. Dans les années 1890, New York compte seulement 6 immeubles d'une hauteur de plus de 10 étages. En 1908, il n'y en a plus de 500. Aucun de ces bâtiments que vous voyez là n'aurait pu être construit sans la mise en place d'une production de masse de l'acier et son introduction dans l'industrie du bâtiment. Le XXe siècle est témoin de l'apparition des tours de grande hauteur. L'acier permet de redessiner le paysage urbain. Mais même l'acier le plus solide a ses limites. Comme New York s'en est malheureusement rendu compte le 11 septembre 2001. L'acier est le matériau qui rend possible les constructions en hauteur moderne. Des bâtiments qui, jusqu'au XXe siècle, n'étaient qu'un simple rêve. Mais des hauteurs vertigineuses sont nées de nouveaux problèmes. Le poids énorme d'un gratte-ciel est supporté par la structure en acier. Il est crucial que l'acier conserve toutes ses propriétés si l'on veut éviter qu'un incendie se transforme en tragédie. Quand on chauffe l'acier à des températures supérieures à environ 550 ou 600 degrés, on commence à observer des réductions significatives de sa capacité de portage. À partir du début du XXe siècle, les ingénieurs commencent donc à protéger les structures en acier avec des revêtements ignifuges. Mais le 11 septembre 2001, il devient malheureusement évident que l'acier est encore un matériau vulnérable. Alors que le monde entier prend la mesure de la tragédie, les ingénieurs qui regardent la télévision pensent que les tours jumelles vont résister. Comme la plupart des ingénieurs structures, j'ai tout de suite allumé la télé pour regarder en direct les conséquences du crash des 2 avions qui ont percuté les tours jumelles. Et à ce moment-là, les tours étaient encore debout et elles étaient en train de brûler. J'ai tout d'abord été choqué de voir ce qu'il s'était passé. Au départ, je me disais que les tours ne pouvaient pas s'effondrer. Je n'aurais jamais imaginé que les tours allaient céder pour ensuite s'écraser au sol. Mais elles se sont bel et bien écroulées. L'avenir des gratte-ciels semblait alors bien sombre. Les travaux de construction sont interrompus dans le monde entier. Ce qui s'est passé le 11 septembre a vite tourné à l'obsession. Les gens ne pensaient qu'à ça et c'est compréhensible. Ça a été une expérience tellement traumatisante et une tragédie pour bon nombre d'entre nous. Mais ce n'était pas la première fois et encore moins la dernière qu'un avion entrait en collision avec un gratte-ciel. Les événements de l'été 1945, qui se sont produits dans l'espace aérien au-dessus de New York, sont désormais perçus d'une toute autre façon. Le monde semblait avoir complètement oublié qu'un bombardier B-25 avait percuté l'Empire State Building quelques années après sa construction. With visibility down almost to zero, traveling at 200 miles an hour, the bomber crashed with terrific impact into the 78th and 79th floors of the building, smashing through 7 walls. Lors de cette première collision, si l'avion s'était écrasé à un autre endroit, peut-être légèrement plus haut ou plus bas, ça aurait pu tourner à la catastrophe. On aurait pu assister à un accident aussi terrible que celui du 11 septembre. L'Empire State s'en est bien tiré. Mais les ingénieurs ont tenu compte de cet incident. Les gratte-ciels ultramodernes des années 70, et notamment le World Trade Center, sont spécialement conçus pour résister à l'impact d'un avion de ligne. Alors pourquoi les tours jumelles se sont-elles effondrées ? L'endroit où le bâtiment est touché et les dégâts provoqués au moment de ce premier impact sont très importants et déterminent la façon dont la structure va réagir par la suite. Les tours jumelles ont résisté au premier impact, mais se sont tout de même écroulées. Depuis la tragédie, Simon Lay mène une étude approfondie sur ce qui s'est passé. On entend beaucoup de fausses hypothèses sur les événements du 11 septembre. La plupart des gens se contentent de simplifier ce qui s'est passé. C'est facile de regarder le World Trade Center et de dire qu'elles se sont écroulées parce qu'un avion les avait percutées. C'est aussi très facile de dire qu'elles n'ont pas résisté parce qu'il y avait le feu. Parce qu'en fait, c'est dû à la combinaison de tous ces facteurs. Les dégâts importants subis par leur structure, combinés à un incendie qui s'est propagé rapidement à cause du kérosène, ont eu raison des tours jumelles. Depuis cette tragédie, les ingénieurs utilisent de nouveaux simulateurs informatiques pour analyser dans quelle mesure un incendie peut ravager l'ensemble d'une structure en acier.
On simule soit l'impact d'un avion ou une explosion, par exemple, dans cette partie du bâtiment. On peut apprendre comment le feu traverse cette partie de la structure et ensuite calculer le temps restant avant que la structure ne s'effondre. Les ingénieurs tirent des leçons de la tragédie du 11 septembre. Ils cherchent à concevoir des gratte-ciels qui pourront résister à n'importe quelle catastrophe. Le plus important est de créer une structure capable de se maintenir debout, même si une partie est détruite. Nous nous sommes efforcés d'être absolument certains que le bâtiment resterait debout tant que les dernières personnes n'auraient pas été évacuées. On ne peut pas permettre que la vie des gens qui vivent ou travaillent dans ces tours soit mise en danger en cas d'incident similaire à celui du 11 septembre. L'objectif est de créer des bâtiments capables de résister même lorsque l'impensable se produit. En un siècle, les gratte-ciels sont passés des structures en briques de 10 étages à des structures en acier de 100 étages. Le poids total d'un gratte-ciel est transféré dans le sous-sol, qui subit toute la pression. La construction d'un gratte-ciel moderne commence par ses fondations, enfouies profondément dans le sol. Les tours modernes peuvent avoir des fondations enterrées à plus de 30 mètres de profondeur. Mais la nature du sous-sol sur lequel elles reposent est un élément crucial. L'une des caractéristiques de New York et de Manhattan en particulier, c'est que le sous-sol rocheux de la ville est idéal pour la construction de hauts bâtiments. Mais si le sous-sol se met à bouger violemment, la qualité de la roche importe peu. C'est ce qu'il se passe à San Francisco en avril 1906. Un tremblement de terre dévastateur détruit plus de 2500 bâtiments, dont une partie des premiers gratte-ciels de la ville. Pendant 70 ans, les architectes s'efforcent de concevoir des bâtiments antisismiques. C'est dans les années 70 qu'ils commencent à utiliser une technique qui consiste à isoler les fondations. Cela implique de séparer le bâtiment du sol sur lequel il repose. La théorie est la suivante. Lorsque le sol tremble, le bâtiment ne doit pas bouger. Mais certains séismes sont si violents que ce n'est pas toujours suffisant. En septembre 1985, un tremblement de terre frappe et dévaste la ville de Mexico. Plus de 18 000 personnes trouvent la mort. La plupart se sont retrouvées coincées sous les décombres de bâtiments de plus de 10 étages. Cet épisode a transformé les mesures parasismiques appliquées au gratte-ciel. Le génie parasismique a tiré de douloureuses leçons de ce tremblement de terre. Les séismes dans cette région du monde sont extrêmement violents. Les tremblements de terre dans la ville de Mexico sont en général différents de ceux qui sévissent ailleurs, comme en Californie ou à Kobe au Japon, où les séismes se traduisent par de violentes secousses suivies de quelques courtes répliques. Juste quelques répliques très courtes. À Mexico, les tremblements de terre durent vraiment très longtemps et créent de très longues ondes de choc. Les ingénieurs sont déterminés à ce que la catastrophe de 1985 ne se reproduise pas. S'ils veulent pouvoir reconstruire des gratte-ciels, ils doivent trouver une solution. On a donc pensé qu'il fallait qu'on trouve une méthode innovante pour dissiper l'énergie émise par le tremblement de terre. En 1993, Enrique s'associe à Ahmad Rahimian pour concevoir un bâtiment très particulier à Mexico. Un édifice conçu pour résister au plus violent des séismes. Ce gratte-ciel s'appelle la Torre Mayor. Torre Mayor signifie la plus grande tour. Nettoyer les vitres de cette imposante structure représente déjà un défi. Du haut de ses 225 mètres, c'est le plus élevé de tous les bâtiments de grande hauteur d'Amérique latine. C'est aussi l'un des tout premiers bâtiments intelligents du monde. Un dispositif intelligent est incorporé au moment de la conception dans les bâtiments. L'immeuble peut ainsi prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre et sait comment y répondre de la façon la plus efficace possible. Il sait également comment anticiper les secousses et l'énergie qui s'en libère. C'est tout le secret de la Torre Mayor. Cette tour est dotée d'un agencement unique d'amortisseurs entrecroisés et interconnectés appelés amortisseurs de vibration. Les amortisseurs sont comparables aux muscles du corps humain. Et les muscles sont conçus pour protéger les os, le squelette. De la même façon, les amortisseurs protègent la structure interne qui est comparable au squelette du bâtiment. Les amortisseurs de vibration réagissent en fonction de l'énergie du séisme. Ce que j'ai entre les mains est une réplique miniature des amortisseurs placés dans le bâtiment. C'est une simple corde qui est insérée dans un axe en acier très solide. Et quand on essaie de faire rentrer l'axe dans le cylindre,
On sent une certaine résistance. Si on répète l'opération plusieurs fois d'avant en arrière, quand on touche le cylindre, on remarque qu'il devient de plus en plus chaud. Aucun élément indispensable dans la construction d'un bâtiment capable de résister à un séisme n'a été oublié. Dans cette machinerie, tout le matériel est équipé de tampons à ressort et de joints parasismiques pour s'assurer qu'il sera toujours opérationnel après un tremblement de terre. C'est en janvier 2003 que la Torre Mayor est mise à l'épreuve pour la première fois. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter a provoqué la panique dans la ville. À l'intérieur de la tour, il n'a quasiment pas été ressenti. Les gratte-ciels qui peuvent s'adapter à un sous-sol dynamique sont les meilleures armes contre les séismes. Mais quel est l'avenir du gratte-ciel ? Malgré le choc du 11 septembre, des bâtiments encore plus élevés que les tours jumelles sont en passe d'être achevés. La plupart des projets qui étaient en discussion avant le 11 septembre sont à nouveau d'actualité. Et ils avancent bien parce que les gens soutiennent l'idée que c'est pour des raisons pratiques et économiques qu'en milieu urbain, on construit en hauteur. On va donc continuer à construire des tours très hautes en s'assurant qu'elles sont conformes et sécurisées. Les gratte-ciels fleurissent partout dans le monde. Jusqu'à récemment, le titre de la plus haute tour du monde était détenu par cette impressionnante structure située à Taïwan. Cet immeuble s'appelle la tour Taipei 101, un bâtiment impressionnant de plus de 508 mètres de haut, soit environ 70 mètres de plus que les tours Petronas. Les gratte-ciels sont nés aux États-Unis, mais ils sont devenus un véritable phénomène mondial. De grands changements vont apparaître dans la conception des gratte-ciels. On va progressivement construire des bâtiments de plus en plus intelligents. Ce n'est pas seulement un immense bloc fixe qui est construit, c'est un bâtiment qui change et s'adapte à ce qu'il se passe dans son environnement. La prochaine innovation technologique permettra de construire 100 étages de plus grâce à des systèmes de contrôle actifs. On est habitué à ça dans nos voitures avec l'anti-verrouillage des freins ou le régulateur de traction par exemple. Ces technologies sont peu utilisées dans le bâtiment, mais ce sera bientôt le cas. Le gratte-ciel idéal n'est plus qu'un simple rêve, c'est devenu une réalité.